les défis qui l'attendent dans un contexte marqué fortement par le développement exponentiel du numérique. Ce sera justement pour coller à l'actualité de la célébration des 36 ans de l'organisation de la conférence des forces vives de la nation à Cotonou en 1990. Franck Anou va passer par ici pour nous parler de personnel administratif parlementaire et des mises au point de Joseph Diogbenou. Qu'est-ce que cela cache en fait? L'homme dira tout le secret dont il a, auquel il a accès. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous qui sont, mettons, propres à Actu Matin. Quand on est lundi matin, nous allons avoir le Bénin en 7 jours de Idriss Boukari. C'est une proposition qui revient sur l'essentiel des informations à retenir, relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin les 7 derniers jours au Bénin. Vous aurez pour les rubriques traditionnelles le bulletin d'information, la revue de presse. Mais en commençant aussi par la une des journaux. Bienvenue à tous. C'est la une des journaux. On va commencer par Fraternité présidentielle du 12 avril prochain. La mission NDI salue les avancées et fait des recommandations à cœur ouvert avec le professeur Théodore Holo sur les acquis de février 1990. Le Sénat actuel correspond dans son esprit à ce conseil des sages des anciens envisagé par la conférence nationale. Présidentielle de 2016, pas de désistement. Paul Rongpa est bel et bien dans la danse, d'après le constat de Fraternité. Et puis, passation de service à la mairie de Dangbo. Maodo Djossou s'en va. Hyacinthe Agan s'est installé. Nouveau maire, nouvelle légitimité. Le titre de l'édito signé Alice Carlos ce matin. Voici le matinal surcharge des camions hors gabarit au Bénin. Le gouvernement veut sévir. Gaskiani Info Bénin, 2 anciens présidents africains chez Nicéphore Soglo. Priorité, la priorité à 49 jours de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Sécurité, qu'attendre des candidats. Visa Info. Violation des droits du travail à la SRTB, les centrales syndicales protestent. Libération production cotonnière, le Bénin reprend la tête en Afrique. Le Figaro national, commune de Ouida, le journal Le Héros en immersion culturelle et touristique. Dynamisme info. Atterrissage ou non à la mouvance, seul Guy Mitokpe est maître de son agenda. Le journal La Cloche, production et transformation à grande échelle de la viande au Bénin, un abattoir ultramoderne opérationnel à Candifort. Matin libre, élection communale, l'impératif d'une réforme du calendrier d'installation. Et puis la nouvelle tribune présidentielle 2026 au Bénin, la mobilisation des électeurs, l'autre bataille des candidats. La boussole. Nous sommes avec justement ce quotidien qui parle, mettons, de coton. Afrique de l'Ouest, le Bénin est devenu le roi, le tout nouveau. Diakbata, pour continuer, séminaire, production cotonnière, pardon. Le Bénin s'impose en leader incontesté du coton en Afrique de l'Ouest. Voici les 4 vérités au cœur de la stratégie touristique au Bénin. Le cas de Bopa, Omial Wadaïm promet une révolution progressive. Le journal L'événement du jour, sécurité routière au Bénin, fin de tolérance pour les camions en infraction. Le quotidien L'Observateur surchargé des camions au gabarit. Le gouvernement durcit le tronc contre les excès de chargement. Le Patriote, mettons, 5e mandature de la décentralisation, déjà des frustrés. Bénin Intelligence, soldats américains au Nigeria, retour du gros bâton en Afrique de l'Ouest. Le quotidien, l'autre quotidien, infrastructure moderne, inauguration d'un abattoir ultra moderne à Kanding.
nous apprend le journal. La tribune de la capitale, l'Assemblée nationale, 10e législature d'un véhicule nouvelle génération pour membres du bureau, président de commission et président de groupe parlementaire. L'événement précis municipal de Cotonou, Luc Nyakaja s'installe et lance des défis. Voici Fraternité pour la deuxième lecture présidentielle du 12 avril 2026. La mission NDI salue les avancées et fait des recommandations. Accord ouvert avec le professeur Théodore Oulot sur les acquis de février 90. Le Sénat actuel correspond dans son esprit à ce Conseil des anciens envisagé par la conférence nationale présidentielle de 2026. Pas de désistement. Paul Rumpa est bel et bien en lice. Passation de charge à Dangbo Marudo, Jossou s'en va. Hyacinthe Agan s'est installé. Et puis l'éditorial de Anissé Carlos Souquet, nouveau maire, nouvelle légitimité. Alors, on va passer maintenant au bulletin d'information avec la présentatrice de ce matin, Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Dans les titres, on va découvrir les images de passation de charge à la mairie de Waké. Draman Ouolou cède son fauteuil à Marman Zakari. C'est au détour d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du préfet de la Donga, on en parle. Et puis à Toribosito, dans l'Atlantique, le conseil communal met bientôt à disposition de la jeunesse une salle numérique moderne équipée d'ordinateurs, de tablettes et de divers outils technologiques. C'est pour accompagner la dynamique du gouvernement dans le numérique, on en parle. Voici le bulletin. Après 6 années à la tête du conseil communal de Waké, et là nous sommes dans la décentralisation, Draman Ouolou cède son fauteuil à Maharan Zakari. C'est lors d'une cérémonie de passation de charge que le maire entrant a pris le gouvernail de cette commune composée de 6 arrondissements. La cérémonie qui s'est déroulée devant les parents, amis et partisans de ces deux personnalités est présidée par Saliou Aruna, représentant le préfet de la Donga, Abdou Sahabi Idrissou. La passation de charge entre l'ancien et le nouveau maire de Waké se déroule selon un protocole établi. Les formalités sont accomplies avec la signature des procès-verbaux et l'échange de paraphes. Draman Ouolou, après 6 ans à la tête de la commune de Waké, transmet ainsi le flambeau à Maharan Zakari. Monsieur le maire, cher ami Maharan, je ne doute pas de votre capacité à garder le cap de développement et à faire mieux que nous. Cher ami, mais fort de mes expériences dans l'exercice du pouvoir local depuis le chef d'arrondissement et depuis ex-maire que je suis désormais, je vous avoue que vous ne pourrez jamais satisfaire des individus. Le nouveau dirigeant prend officiellement ses fonctions de maire pour booster le développement local. Il promet de relever les défis. Je m'engage solennellement à exercer ce mandat dans l'observation des valeurs d'intégrité, de rigueur, d'équité et de respect de mes concitoyens. La gouvernance telle que nous l'appelons de nos voeux sera beaucoup plus inclusive, plus participative et orientée vers la recherche de l'intérêt commun. Monsieur le maire entrant, vous venez dans une maison calme parce que votre prédécesseur a su bien garder les choses. Vous devez en profiter. Après cette cérémonie, l'autorité communale s'est rendue sur le terrain pour prendre la mesure des réalités locales. À Parakou, sous le regard du préfet du Bogo, Djibril Mama Sissé, Zulkifli Zakari a pris les rênes de la commune. Le nouveau maire a reçu les charges des mains de son prédécesseur Enoussa Zimé Chabi qui quitte son fauteuil avec le sentiment du devoir accompli. Et puis Fan Chabi et Socrate à Dantori. Voici
Un souci avec cet élément, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Dans le département du Mono, les cérémonies de passation de service se sont déroulées en milieu de semaine sous les yeux de nos collègues de l'antenne régionale Nassis Alossa et Florent Doursuivi. Ils entrent officiellement dans la plénitude de leur nouvelle fonction, celle de présider aux destinées de leurs communes respectives. À Kouyokbe, le nouvel occupant du fauteuil du maire, c'est lui. Casimir Sosa, premier adjoint au maire au cours de la précédente mandature. Selon lui, son objectif en accédant à ce poste, c'est le développement de sa commune. C'est ça notre objectif. Moi, je voudrais simplement qu'on se donne la main, qu'on travaille pour le même objectif qui nous a guidés à venir ici. Tout comme à Kouyokbe, le gouvernail change de main aussi à Grand Popo. Jocelyn Ayi, maire sortant, a transmis le flambeau à Carlos Haïté pour qui il faut tourner la page de la campagne électorale pour faire face aux questions essentielles. Notre mission collective est claire, bâtir une commune plus forte, plus prospère et plus solidaire. À Comé, commune connue aussi pour son potentiel agricole, c'est Edgar Toquignon qui a pris les commandes pour la succession de Bernard Adaopé. Et aussitôt élu, il décline ses priorités. Nous développerons des programmes d'éducation, d'entrepreneuriat et de formation professionnelle pour réduire le chômage des jeunes. Nous serons à l'écoute, transparents et exigeants envers nous-mêmes. Chaque décision produira un impact réel. Chaque action répondra à un besoin concret. Le vent de changement à la tête des communes a soufflé aussi sur Lokossa et Atiémé. Dans le Mono, seul Bopa a fait l'exception en voyant le maire Abel Djossou reconduire pour ce nouveau mandat. Toutes les cérémonies de passation de service se sont déroulées sous les yeux de l'autorité préfectorale. À travers vos propositions. Dans un autre registre à présent, lancé officiellement le 6 février dernier, la campagne de commercialisation 2025-2026 des noix de cajou sont pleins sur le terrain. Producteurs, acheteurs, autres acteurs de la chaîne de valeur investissent depuis quelques semaines le marché. Mais entre espoir de bonnes récoltes, guerre de prix et respect des tests encadrant la filière, comment se déroule cette campagne à Parakou? La réponse dans ce reportage de Jacques Dépé et Socrate Anantoli. Des balances installées aux abords des voies ou posées sur des motos, les propriétaires de ces instruments de mesure sont à la recherche des noix brutes de cajou. Sur le terrain, les premiers mouvements de commercialisation sont visibles, même si les fruits ne semblent pas encore avoir tenu la promesse des fleurs. Nous avions démarré la campagne, mais depuis un bon moment, le cajou ne sort pas abondamment. On se plaint, on se pose la question à savoir si c'est le cajou qui n'est pas en abondance ou bien c'est la période qui est un peu repoussée. Parce qu'auparavant, nous, à l'heure là, on ramasse le cajou, on stocke des sacs. Actuellement, on n'a que 2 sacs. Sur le marché, le prix du kilogramme des noix de cajou oscille autour de 550 francs CFA. Un tarif qui fait le bonheur des producteurs, mais qui au contraire n'arrange pas les usines, désormais seules habilitées à acheter l'anacade. Les usines sont en train d'exprimer leurs besoins, mais véritablement à l'heure où nous parlons, je ne crois pas qu'ils soient prêts comme ça. Pourquoi? Parce que le prix sur le terrain dépasse déjà les normes. Le Nigeria est sur le terrain et le prix que les Nigérians pratiquent là, je ne vois pas quelle est cette usine-là qui peut pratiquer ce prix. Contrairement aux anciennes pratiques, le prix d'achat aux producteurs se détermine par le marché. Le prix plancher étant désormais supprimé, une politique que saluent les acteurs de la filière. Ça ne devait pas poser un problème et que ça soit le prix du marché. Surtout en organisation comme la FENAPA par exemple, ils pourraient même négocier pleinement avec les partenaires commerciaux pour peut-être espérer avoir un meilleur prix. Écoutez, nous sommes au Bénin et j'ai confiance à notre gouvernement là. Les 2 ans passés ou 3 ans passés depuis 2023, vous avez vu comment ça s'est passé. Les arrêtations passées par là. Je crois que c'est ces méthodes-là, ces genres de méthodes qui régularisent le prix. Donc, pour le moment, nous sommes sereins, on observe, on n'arrive pas à acheter. Timide démarrage donc de la campagne de commercialisation 2025-2026 de noix de cajou à Parakou. Mais les acteurs de la filière restent optimistes quant à l'évolution du marché. Pour rappel, cette campagne prend fin le 30 septembre 2026.
À Toribosito, dans l'Atlantique, la jeunesse bénéficie d'un nouvel outil pour faciliter son accès au savoir et à l'innovation. Le conseil communal met bientôt à disposition une salle numérique moderne équipée d'ordinateurs, de tablettes et divers outils technologiques destinés aux jeunes apprenants et étudiants. Notre reporter Teddy Goudalo s'est rendu sur place pour découvrir cette initiative qui accompagne le dynamisme du gouvernement dans le numérique. Suivi. À l'ère du numérique, l'accès à Internet n'est plus un luxe, mais une nécessité. À Toribosito, les jeunes apprenants et étudiants s'apprêtent à franchir un nouveau cap. Le conseil communal met à leur disposition une salle numérique moderne équipée d'ordinateurs, de tablettes et bien d'autres outils technologiques destinés à faciliter l'apprentissage et la recherche. Avec les partenaires, nous avons négocié et obtenu une trentaine d'ordinateurs, une vingtaine de tablettes, et plusieurs copieurs et des onduleurs. Donc le centre est installé, nous avons dédié une personne qui est là en permanence et les personnes, qu'elles soient analphabètes ou non, ou instruites, quand elles ont besoin d'accéder à des trucs sur le numérique, viennent ici, la connexion y est et on peut les aider. S'ils peuvent le faire eux-mêmes, ils le font. Parce qu'à la connexion, il y a un copieur gratuit. S'ils ne peuvent pas, l'agent dédié qui est dans ce centre leur facilite l'accès à ces différents services-là. Dans cet espace bientôt inauguré, les élèves pourront effectuer leurs recherches scolaires, les étudiants préparer leurs travaux universitaires et les jeunes en quête d'opportunités explorer le monde à travers le digital. Pour beaucoup, cela représente un véritable soulagement. Fini les longs déplacements vers les grandes villes pour accéder à une connexion stable ou à du matériel informatique adapté. Ce dispositif pour les jeunes est très indispensable parce que vous savez, les jeunes, qu'ils soient écoliers ou universitaires, souvent ils ont des exposés à faire. Il y a les universitaires qui ont besoin de certaines recherches sur des sites, donc ils peuvent venir, le centre est ouvert, gratuit. Si le président de la République a mis des câbles sous terre et que la mairie n'accompagne pas par des salles numériques, c'est que la mairie n'aurait rien fait. La commune de Toribosito a l'Internet haut débit tiré jusqu'à la mairie ici et au niveau des arrondissements, ce qui fait qu'aujourd'hui, la connexion a un débit maximal. L'Internet haut débit est disponible à la mairie de Toribosito. À travers cette initiative, la commune de Toribosito entend accompagner la dynamique nationale en matière de transformation digitale. Pour finir, l'organisation non gouvernementale Promo Éducation et Loisirs a organisé dans la commune de Semepoji un examen blanc à l'intention des candidats au BPC et au baccalauréat, une simulation en conditions réelles pour évaluer leur niveau et les préparer efficacement aux examens officiels. Le point du lancement de cet examen blanc dans ce reportage. Ambiance studieuse et silence rigoureux dans les salles de composition pour cet examen blanc grandeur nature organisé par l'ONG Promo Éducation Loisirs. À travers cette initiative, l'ONG Promo Éducation Loisirs offre aux candidats au BEPC et au baccalauréat de la commune de Semepoji un cadre d'évaluation crédible conforme aux conditions réelles d'examen. Dans le souci de réduire le taux d'échec aux différents examens, et préparer les candidats, les tester, les entraîner et leur permettre de vivre par anticipation ce qui les attend le jour de l'examen national pour initier et ce parcours. Et ça nous permet de connaître et de voir un peu le niveau des apprenants. Et ça nous permet aussi d'amener les apprenants à corriger ce qu'il faut corriger et à voir d'autres choses qui pourraient peut-être sortir au niveau des examens nationaux. C'est une remise en cause. Ça fait partie des éléments qui améliorent
les performances des établissements publics et privés dans la commune de Segmé-Podji. Et l'occasion pour moi de féliciter l'ONG, de l'encourager, parce qu'en réalité, les examens blancs forment les élèves. Cet examen blanc communal, qui est à sa 15e édition, s'inscrit dans une dynamique constante de promotion de l'excellence scolaire, une valeur cardinale que défend et promeut l'ONG Promo Éducation Loisirs. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Florence, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, sur Canal 3 Bénin, vous avez d'autres sessions d'information tout au long de la journée. Vous avez les petites sessions, notamment de 11h et de 16h, c'est le bulletin d'information. Puis après, vous avez les grandes éditions, notamment à 13h, 19h30 et 22h30. Restez calés sur Canal 3 Bénin, c'est la meilleure chaîne pour vous informer. Voici l'actualité des sports. Candide, bonjour. On ouvre la semaine sportive par le regroupement des classes sportives en stage depuis la semaine écoulée. Les guépards scolaires ont livré ce week-end un match amical. Le stage s'inscrit dans le cadre de la préparation du championnat africain de football scolaire de 2026 Tanguy pour la sélection nationale scolaire 15 masculine du Bénin. Une première mise au vert entamée mardi dernier à Grand Popo qui offre aux jeunes scolaires un cadre propice au travail de concentration et de montée en puissance collective avec en ligne de mire affiner les automatismes, renforcer la cohésion du groupe et poser les bases solides d'une préparation ambitieuse pour l'échéance qui pointe à l'horizon. Samedi, les poulains du coach Séverin d'Anha ont disputé un match amical au stade Omnisport de Grand Popo avec l'équipe d'Arena. Une rencontre test à l'issue de laquelle ils s'imposent par 5 buts à 1 après le match amical du week-end. Le premier stage se poursuit jusqu'au samedi prochain pour les guépards scolaires. Notons que le Bénin s'est qualifié pour cette échéance après avoir remporté le tournoi FOAB le 4 décembre dernier à Ouagadougou en venant à bout donc du Niger en finale. La phase finale de cette compétition continentale qui est annoncée pour le mois d'avril prochain. On s'intéresse maintenant aux résultats du week-end, la 6e journée de la Ligue 3 masculine qui a préféré hier notamment. Dans la poule B précisément avec 4 rencontres déroulées au cours de cette 6e journée de la Ligue 3 masculine saison 2025-2026 au niveau donc de la poule B. L'équipe de l'AS JFA face à son homologue de Aigle de Boycon s'est imposée avec un score d'1 but à 0 à domicile. Pendant ce temps, l'AS Okuta, lors de son déplacement sur le terrain de Soleil FC, s'est imposé en difficulté 3 buts à 2 après donc un match presque interminable. 2 buts à 0 pour la victoire de la jeunesse sportive d'Agoni devant l'équipe de l'AS Tonnerre de Boycon. Pendant ce temps, l'US Baboni a battu par 1 but à 0 son homologue de l'AS Sota de Malanville. Après ces différentes confrontations, le classement dans cette poule est dominé par l'équipe de l'AS Okuta qui reprend la tête du classement avec 12 points désormais au compteur, un goal différentiel de plus 5. Classement qui est dû justement grâce à sa victoire du week-end. L'AS Sota de Malanville descend à la 2e position avec 10 points au compteur, un goal différentiel de plus 3 points au compteur pour la jeunesse sportive d'Agoni qui est 3e au classement. L'US Baboni est en 4e position avec 10 points au compteur, un goal différentiel de plus 1. Pendant ce temps, l'AS JFA de Covet est 5e avec 10 points au compteur, moins 3 pour l'équipe des Aigles de Boycon qui vient avec à la 6e position. Pendant ce temps, Soleil FC est avant-dernier au classement avec 7 points au compteur et seulement un petit point au compteur pour l'AS Tonnerre de Boycon qui vient en dernière position. Garde la dans ce groupe. On passe maintenant aux femmes. Oui. On va parler justement du football féminin au plan national. Les 7e et 6e journées de la première division féminine ont pris fin ce dimanche, notamment dans les poules A et B. Avant de donner justement les résultats du week-end, retenez que Dynamique FC a terminé la première partie de la saison avec une série d'invincibilité aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Et comme série sur le gâteau, les filles d'Aboum et Calavi sont rassurées de terminer leader de la poule A au thème de la phase aller malgré donc le seul match en retard venu entre Tambo FC d'Adjara et l'AS UMS du Diafa. Dynamique FC en 9 matchs sur 9
totalise 7 victoires et 2 matchs nuls. Une série d'invincibilité qui permet à l'équipe de comptabiliser 23 points et de rester à 9 unités de ses dauphins directs au classement. On va écouter ici l'entraîneur principal de cette équipe d'Abomey Calavi Dynamique FC qui est rassuré de terminer leader de la poule A au terme de cette première partie de la saison. Moi, je suis venu prendre les 3 points pour avoir 25 points pour être à l'abri. Parce qu'on ne sait pas ce que la phase de retour va nous donner. Parce qu'il y a encore 9 journées à faire. Donc je voudrais m'assurer, mettre à l'abri. Mais ils ont pu partager le point avec moi. Ce n'est pas grave. Avoir une défaite, c'est des victoires reportées. Chez eux, c'est une victoire, mais chez moi, c'est une défaite. Je vais remercier les filles qui ont respecté les consignes. Et tout est basé sur la préparation. Tout est basé sur la préparation, c'est ça qui est payé. Parce que déjà à 4 minutes, j'ai perdu mes 3 attaquantes. Et je joue sans mes 3 attaquantes. Tous les 3 attaquants, à part celle qui vient de l'équipe nationale, les 2 autres sont blessés. Donc j'ai eu à limiter les dégâts. Mais si on avait respecté les consignes, je crois qu'on allait tirer le match en deuxième mi-temps. Et puis c'est eux qui vont courir à égaliser maintenant. Et puis on va aggraver encore le score. Mais match nul, c'est une défaite pour moi parce que on va essayer de réparer les dégâts prochainement. Garder les filles, c'est autre chose. Ce n'est pas comme les garçons. Il faut les écouter. Et il faut les écouter. Et puis surtout, d'abord, ça faut avoir une dame dedans. C'est ce qui va t'avantager. C'est ce qui m'a avantagé. Et puis les filles, au départ, on a respecté les consignes. Parce que, par exemple, match nul contre AS Cotonou. J'avais joué sans mes attaquantes et j'étais à domicile. C'était une défaite pour moi. J'ai eu même une demande d'explication. On va se replier et laisser les filles à la pause parce qu'on a beaucoup de blessés. On va voir le kiné qui va s'occuper d'eux. Je crois que le docteur même est là. Donc je crois que dès ce soir, les blessés ne vont même pas à la pause. Ils seront au campement, ils seront en train de suivre par le docteur et le kiné pour qu'elles me reviennent vite. Leader de la phase aller au niveau de la poule qui termine donc cette première partie de la saison avec un nul, un but partout face à l'équipe de Ainovi Football Club qui a été champion du Bénin au cours de la saison 2022-2023. Après ce résultat, il faut dire que l'AS Cotonou à domicile s'est incliné un but contre 0 devant l'équipe de l'AS UMS. Pendant ce temps, Nadia Football Club s'est imposé 2-1 à son homologue de Espoir FC de Cotonou, 2-2 entre Samdeli et Tambo FC d'Adjara, puis Cefos s'est imposé 1-0 à l'équipe d'Asaba Football Academy. Le classement dans cette poule, le voici avec en tête Dynamique, suivi de Tambo FC d'Adjara, deuxième au classement avec 14 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. l'AS Cotonou boucle le top 3 au classement avec 14 points également au compteur, mais un goal différentiel de plus 4. Au bas du classement, Nadia est 8e avec 9 points au compteur, un goal différentiel de moins 6. Asaba Football Academy avant-dernier avec 8 points au compteur, un goal différentiel de moins 5. Et Cefos garde la lanterne rouge avec 7 points au compteur, un goal différentiel de moins 8. Là, à poule B maintenant pour ce qui concerne les différents matchs disputés ce week-end. L'AS Gamia Baraka a battu par 2-0 l'équipe de l'AS JFA de Covfez, 0-0 entre FAL FC et l'équipe d'élite AC de Parakou. Léopard Sport d'Abomey s'est imposé par 3-0 à son bloc de l'AS Lyon de Bantais, et en déplacement sur le terrain de l'AS Basson, Vigueur s'est incliné sur un score d'un but contre 0. Au niveau de cette poule, le classement est dominé par Elite AC de Parakou qui termine donc leader de la poule B au terme de la première partie de la saison au niveau de la zone B avec 19 points au compteur, un goal différentiel de plus 9. Pendant ce temps, l'AS Gamia de Bembereke, son dauphin direct au classement, compte 3 unités de moins 16 pour être plus précis, un goal différentiel de plus 10. L'AS JFA de Corvée est 3e avec 12 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. Au bas du classement, FAL FC de Brecon est 6e avec 6 points au compteur, un goal différentiel de moins 5 pour Vigueur FC de Lokosa, avant-dernier au classement, et l'AS Lyon de Bantais est dernier avec 3 points Tanguy et un goal différentiel de moins 15. Ça, c'était le football. Oui. On va parler basket maintenant. La Fédération béninoise justement de la discipline qui a dévoilé le format de championnat national de Ligue Pro pour cette saison 2022-6. Le lancement officiel est programmé pour début mars, précisément le 7. En attendant, les différentes équipes sont déjà fixées pour ce qui concerne le menu à déguster tout au long de la saison professionnelle. Pour le compte de la nouvelle saison, on aura droit à une ligue professionnelle de basketball au format intense et assez structuré, répartie en 3 grandes phases. Il y aura la phase régulière qui sera en aller-retour, et au thème de celle-ci, seules les 4 meilleures équipes par conférence seront qualifiées
pour le tour suivant. Ensuite, il y aura la phase de qualification. À ce niveau, on aura des matchs regroupés pour qualifier les 3 meilleures équipes. Et pour finir, il y aura la phase N6 qui est réservée aux 6 meilleures équipes issues des 2 conférences. Elles seront réparties en 2 poules de 3 équipes. Puis les 2 meilleurs de chaque groupe vont se qualifier pour l'étape des demi-finales. Beaucoup de matchs à suivre au cours donc, de ce format de la Ligue Pro de basket saison 2026 qui s'annonce assez palpitante et qui va s'avérer indécise jusqu'au bout. À l'instar des 2 saisons, la saison 2026 reste ouverte aux joueurs étrangers, mais leur qualification est assez structurée pour jouer justement le championnat. Chaque club peut enregistrer jusqu'à 3 joueurs étrangers maximum par saison et surtout sur le terrain pour un match. Il n'aura qu'à faire jouer 2 à la fois. Tous les clubs qualifiés pour la Ligue professionnelle de basketball sont aussi connus. Au niveau des hommes, on aura 10 équipes, dont 12 équipes, dont 6 par conférence. Au niveau de la conférence sud, on a Elan Coton, BBC, Aspac, Énergie, Renaissance, Avant Sport et AOL. Au niveau de la conférence nord, on a Bosco Stalungu, Basketball Club Pontet, BBC, USGMA, Aspal Le Renouveau et Aspal BBC. Au niveau des dames à présent, on aura au total 9 équipes, dont 4 au niveau de la conférence sud, entre autres Énergie, Aspac, Renaissance et Elan Coton. Pendant ce temps, au niveau de la conférence nord, on aura 5 équipes. Kobourou, BBC, Cavalier, BBC, Oops, Drummers, Cavars et puis l'équipe d'associés. Voilà donc les clubs qualifiés pour cette étape, cette saison en Ligue professionnelle de basketball, saison 2026. On va continuer à parler de sport demain. Oui. L'équipe professionnelle de la discipline s'est déroulée candide ce week-end. Les rencontres ont été jouées avec des fortunes assez variées pour les différentes équipes. Assisté à 3 rencontres au cours de l'après-midi du samedi. Victoire 3-7 à 0 pour All-Star devant Vessos. Victoire par le même score pour Énergie et TC respectivement devant la Olympique et l'équipe de la JSPA. Dimanche, on a assisté à 4 rencontres toujours au niveau des hommes. Victoire pour Finance 3-7 à 1 devant l'équipe d'Adidja BBC Queens qui s'est imposée par 3-7 à 0 à l'équipe d'Hirondelle. La JSPA qui s'est inclinée à domicile 3-7 à 0 devant Dynamique VBC et puis l'USCK qui a battu par 3-7 à 1 l'équipe de la JSA. Au niveau des dames, il faut dire que 4 matchs au cours de l'après-midi du samedi et 4 également au niveau de l'après-midi du dimanche. Commençons déjà par l'après-midi du 21 février. Énergie qui s'est inclinée au bout d'un match interminable 3-7 à 2 devant l'équipe de Costa Vessos qui a battu par 3-7 à 1 Hirondelle. Pendant ce temps, 3-7 à 0 pour Amal devant l'équipe de MSC et puis Etincelle VBC qui s'est imposé 3-7 à 2 devant l'équipe de la JSPA Queens qui a battu par 3-7 à 0 Hirondelle. Énergie 3-7 à 0 l'équipe d'Amazon VBC. Même score pour la victoire de Dynamique devant l'équipe de la JSPA et puis Jiba Omnisport qui est venu à bout de l'équipe de l'Est Cotonou par 3-7 à 0. Voilà donc l'essentiel à retenir pour justement ce matin de ce lundi. Ça c'est pour l'aventure matinale. Oui. Seront pas du reste. Au niveau de la discussion, on va justement aborder ce critérium de la saison et surtout les regards croisés sur les nouvelles saisons au Bénin. Au-delà de ça, on aura en exclusivité un invité assez spécial, Abdelkader Anjorin, président de la jeunesse athlétique de Kétou, pour évoquer justement, prendre des nouvelles de la santé du club actuellement, l'équipe de la jeunesse athlétique de Kétou qui évolue cette saison en Ligue 2 béninoise. Allez, Tanguy. On prend le rendez-vous donc. Merci beaucoup pour le tour d'horizon de l'actualité des sports. Je vous souhaite passer une très bonne journée, bonne préparation. On va se voir par ici demain matin. Mesdames et messieurs, voici mon invité.
Je l'ai annoncé au début de cette émission. Mon invité ce matin, c'est Edgar Daoui, directeur général du travail au niveau du ministère en charge du travail et de la fonction publique. Monsieur Daoui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Merci beaucoup. Vous êtes là pour évoquer avec nous la campagne que vous aviez engagée, la deuxième édition, pour lutter contre le travail des enfants. Mais avant d'arriver à ce sujet précisément, on va faire un tour d'horizon global du phénomène. Il y a des années que le Bénin Bon. En 2014, nous étions assez... Le travail que nous faisons, les luttes ont porté le fruit et nous avons gagné 30 points comme ça. Donc de 52%, nous sommes arrivés aujourd'hui à 19%. Et malgré cette baisse significative, au niveau des chantiers des BTP, il y avait beaucoup d'enfants. Vous allez au niveau des marchés, il y avait des enfants qui allaient. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient dans la mendicité, surtout dans certaines zones du pays. Okay. Des enfants qui sont exposés à des accidents dans à niveau des carrefours parce qu'ils étaient amenés à vendre. Voilà autant de phénomènes que nous observions et qui méritaient quand même une action rigoureuse de la part de l'État. Alors, nous sommes dans un contexte assez singulier. Nos traditions, en tout cas l'éducation à la tradition, permettait en tout cas aux parents d'initier très tôt son enfant au travail, qu'il soit manuel ou champêtre, etc. Et peu importe son âge, et ça permettait justement à l'enfant d'être très tôt aguerri à la vie, aux difficultés de la vie. Et on appelle ça aussi travail de l'enfant. Non, merci beaucoup pour cette question. Ça permet quand même de clarifier la notion. Oui. Parce qu'il faut parler il y a ce qu'on appelle le travail socialisant. Nous tous, on a été peut-être habitués, on a été amenés à faire ci, à faire ça. Oui. Tout travail que l'enfant peut faire, qui n'est pas de nature à altérer et ses capacités cognitives, à embêter son évolution psychologique, tout travail que l'enfant peut faire et qui ne l'empêche pas d'aller à l'école, c'est le travail socialisant. Okay. Vous êtes peut-être... quand vous travaillez, peut-être, quand on parle les femmes de marché, oui. Mais ça n'empêche pas l'enfant qui vient au marché peut-être pendant les vacances aider sa maman. Dès lors que l'enfant est dans le circuit scolaire, il n'y a pas de souci. Puisqu'il vient juste aider l'enfant, il veut aider, j'allais dire, la maman, prendre la main et se former, parce qu'on a tout besoin de ça. On ne peut quand même pas laisser l'enfant là comme ça jusqu'à dire non, il faut le former. On se disait qu'il est essentiellement réduit à aller à l'école et depuis lors, quand les vacances arrivent, les enfants ne veulent plus aller au champ comme nous on le faisait. Non. Les enfants continuent toujours d'aller au champ dès lors qu'on ne les a pas enlevés du cycle scolaire. Mais attention, oui. Quand on parlait du champ, il faut quand même évoquer ça. Il s'agit de travaux dangereux. Même si l'enfant doit aller au champ, accompagner ses enfants, accompagner ses parents, j'allais dire, et il ne doit pas exposer aux pesticides, à tout produit dangereux de nature à lui créer des soucis de santé. Des travaux légers, l'enfant peut être amené à le faire tant c'est en quelques années. On a gagné 30 points. 30 points.
Qu'est-ce qui a fait cette progression-là? La sensibilisation, la répression ou la prise de conscience spontanée? Il s'agit de la synergie d'action des acteurs étatiques, des ONG et de tous ceux qui nous accompagnent, des fêtiers, des organisations paysannes, des artisans et autres. Oui. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans une démarche qui nous amène à impliquer tous les acteurs de la lutte contre le travail des enfants. Il s'agit on parle de la chaîne de protection. Évidemment, quand on parle du travail des enfants, il y a le ministère du Travail qui prend le lead, il y a le ministère de la Travail social et de la microfinance, parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain sans eux. Tout est que nous le faisons avec les acteurs sociaux parce que c'est eux qui nous aident à évaluer la situation de l'enfant sur le terrain et à voir dans quelle mesure on peut le retirer. Et si on le retire, faut-il le placer dans une famille d'accueil que nous faisons le travail. Nous faisons aussi avec les policiers qui nous accompagnent énormément parce que lorsqu'on signale des situations d'urgence, c'est eux que nous appelons d'abord, qui nous assurent de leur disponibilité. Après, nous appelons nos collègues des affaires sociales et autres pour aller sur le terrain. Il y a aussi, comme je disais, les fêtières, les artisans nous accompagnent, les femmes de marché nous accompagnent. Nous sommes aussi accompagnés par les juges parce qu'on ne peut pas travailler des enfants, ça eux. Ils nous accompagnent énormément en matière de conseils, de suivi, de répression et autres. C'est avec les juges que nous faisons le travail. Il y a beaucoup d'ONG aussi qui nous accompagnent. Il y a l'UNICEF qui nous accompagne énormément. Voilà toutes ces actions combinées qui nous ont amené quand même à gagner ces points. Mais on ne peut pas s'en arrêter là, puisque j'ai l'ambition du ministre du Travail, c'est d'arriver à un taux zéro. Et je pense qu'avec les développements que nous faisons, d'ici quelques années, nous n'allons pas venir. C'est d'ailleurs cela qui a expliqué la mise en place de ce projet intitulé Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Où est-ce qu'on les trouve surtout surexploités? Merci beaucoup. Je l'ai dit à l'entame, nous les trouvons surtout dans les mines de carrières. Il y a, allez peut-être dans le département du Mono, du Koufo, j'allais dire, il y a des carrières de gravier. Malheureusement, on y trouve encore des enfants. Aussi dans le zoo, dans les carrières de concassage, dans les collines, on les trouve également. Nous les trouvons aussi dans nos maisons. Quand je dis dans nos maisons, c'est quoi? Dans les chantiers de BTP. La plupart, vous allez peut-être voir un chantier de BTP, mais malheureusement, vous voyez encore par endroit des enfants. Et il y a un apprentissage? Non, attention. Bon, il faut dire ceci. L'âge d'admission à l'apprentissage, c'est 14 ans. Okay. 14 ans. Le Bénin a ratifié la convention qu'il faut. Le Bénin a ratifié la convention 138 sur l'âge minimum d'accès à l'emploi qui est de 14 ans. Le Bénin a ratifié la convention 182 sur l'élimination des plus faibles de travail des enfants. Donc nous devons agir conformément. Donc l'âge d'admission à l'emploi, c'est 14 ans. Mais ce n'est pas parce qu'on a 14 ans qu'on est exposé à tout type d'emploi. Ce n'est pas possible, puisqu'il y a les travaux légers et les travaux de nature à nuire à la santé des enfants, des travaux dangereux. Encore qu'aujourd'hui, pour accéder à l'apprentissage, il y a un cadre réglementaire qui est là. Il faudrait que l'enfant soit examiné par un médecin agréé pour voir s'il est apte à apprendre le métier. Ah, il faut faire toutes ces démarches-là. C'est pas la question qu'on pose à l'enfant, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Évidemment. Si dit ailleurs, je vais le confier au couturier du quartier. C'est vrai que l'enfant a des ambitions. Lorsqu'on apprend un métier, c'est pour vivre de ça. Lorsque j'apprends un métier, c'est pour qu'à l'avenir, je puisse en vivre. Ouais. Mais lorsque j'apprends un métier qui est de nature à me rendre malade, pourquoi l'apprendre? C'est pourquoi il est demandé, les textes l'exigent, que lorsqu'un enfant veut inscrire en apprentissage, il faut que cet enfant soit examiné par un médecin du travail, qui voit son aptitude à apprendre ce métier, voir si c'est dans ses examens médicaux, voir s'il ne peut pas le faire, on peut l'orienter vers un autre travail. Voici ce que nous faisons. Et ça me permet quand même de revenir sur le travail que nous faisons avec le ministère de l'enseignement technique en ce qui concerne les CQM. Désormais, nous avons fait un travail de sensibilisation avec les artisans, avec les directeurs de département de l'enseignement technique et autres, pour que désormais, tous les enfants aient un contrat d'apprentissage signé par l'inspecteur du travail. Et l'une des pièces maîtresses des dossiers que l'inspecteur examine, c'est le certificat médical d'aptitude. Si ce n'est pas du temps, l'inspecteur du travail ne signe pas le contrat parce qu'il n'a pas eu la preuve que le médecin a établi que l'enfant est apte à apprendre le métier indiqué. Et aujourd'hui,
aucun maître artisan ne peut inscrire son enfant au CQM tant que ce préalable n'a pas été rempli. C'est pour dire la célérité d'action dans laquelle nous sommes au niveau de tous les acteurs étatiques, quand même pour parvenir à l'élimination du travail des enfants. Oui, un certificat d'aptitude. D'aptitude, justement. Est-ce que ça ne coûte pas beaucoup? Un parent qui n'a pas réussi justement à répondre face aux exigences, mettons, de la scolarité de son enfant, qui décide de le mettre en apprentissage, vous lui imposez autant de démarches, il va se décourager. Non, c'est vrai. Il faut dire que cette question est revenue et nous travaillons avec les artisans et des fois nous négocions avec les médecins, puisque des activités de journée pour voir dans quelle mesure faire réduire les charges totalement. L'objectif pour nous étant de faire en sorte que les enfants apprennent un métier qui puisse leur garantir un avenir meilleur. Nous n'allons pas avoir un blocage. Non. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider. Et nous, on intervient auprès des médecins, les assistants conso, et puis ça prend. Alors, on sait qu'il y a des politiques déjà, des actions qui étaient déjà engagées depuis plusieurs années, mais vous aviez envisagé ce projet spécialement, tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. En quoi est-ce que ça, c'est totalement différent ou singulier par rapport à ce qui est déjà fait? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évaluation en 2022 disait qu'on est à un taux de 19%. On ne peut pas rester là, il faut avancer. D'où, avec le souci du ministre du Travail étant de faire en sorte que nous arrivions à l'élimination totale du travail des enfants, elle a initié cette campagne. C'est elle qui a initié la première édition, elle a initié la seconde édition parce qu'elle veut que cette campagne soit pérenne jusqu'à ce que nous puissions en arriver à l'élimination effective du travail des enfants. Donc pour le compte de cette campagne, le slogan c'est « Agir, sensibiliser, protéger ». Agir, aller sur le terrain, sensibiliser tous les acteurs, protéger à travers les retraits des enfants qu'on aura identifiés et puis que les juges prennent les mesures qu'il faut afin de décourager à jamais le phénomène. Donc il s'agit pour nous d'investir les secteurs à forte prévalence, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mini-carrières, les chantiers des BTP, les marchés, les carrefours, les gares routières, parce que des fois, on trouve aussi des enfants au niveau des gares routières et aussi dans les bars-restaurants. Vous n'imaginez pas ce qu'on trouve dans les soirs, dans les bars-restaurants, où des filles mineures, vous les y trouvez, ce n'est pas des phénomènes à encourager. Voilà pourquoi nous, la seconde édition a été lancée. Mais il faut dire qu'entre les deux éditions, beaucoup d'efforts ont été faits. Toujours dans le souci quand même de parvenir à l'élimination du travail des enfants. Désormais, nous avons digitalisé totalement les moyens de collecte des données dans le cadre du travail des enfants. Mais qu'aujourd'hui, les institutions travaillent par sur le terrain avec des tablettes. Là, nous avons pu faire ça grâce au ministre avec l'aide de l'UNICEF. On a totalement digitalisé le tour des collectes pour permettre à ce que les enfants puissent être suivis. Puisque dès que le nom de l'enfant est inscrit dans la plateforme et qu'on le retire, si demain on le retrouve ailleurs, c'est que l'appareil va signaler que l'enfant est revenu encore dans le milieu. Donc voilà un outil qu'on a pu développer. Aussi aujourd'hui, nous avons pu avec les juges, les magistrats, c'est là que nous voulons vraiment saluer les juges qui nous ont accompagnés, aujourd'hui à avoir un procès verbal type de constat d'infraction. Avant, c'était difficile un peu avec les juges de nous entendre sur le procès verbal de constat d'infraction. Mais ils nous ont aidé aujourd'hui à avoir un procès verbal de constat d'infraction type, ce qui permet facilement désormais de faire le constat et de faire les PV et pour que le juge prenne le relais. Aussi, autre action que Madame le ministre a menée en temps, c'est qu'aujourd'hui, nous avons élaboré un mécanisme de suivre les enfants retirés. Parce que la question était, mais vous retirez les enfants, mais ils sont où? Est-ce qu'ils se retrouvent encore dans le milieu? Est-ce qu'ils ont retiré? Voilà. Donc ce souci a amené Madame le ministre à développer, à nous amener à concevoir un mécanisme de suivi des enfants retirés. Là, le document est déjà prêt, mais ce n'est pas encore validé. C'est pour dire tout ce que nous faisons dans ce sens. Aussi, on a un plan d'action de lutte contre le travail des enfants qu'on a évalué pour voir ce qui n'a pas marché. Et nous sommes en train d'aller à l'élaboration de nouveaux plans d'action de lutte contre le travail des enfants. C'est pour dire qu'en les deux campagnes, beaucoup d'actions ont été menées. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a fait bouger les choses sur le terrain? Oui, ça a fait bouger les choses parce que nous déplaçons. D'abord au niveau des artisans, ils ont dans le réflexe qu'il faut. C'est eux qui nous appellent pour dire inspecteur du travail, inspecteur, dans tel atelier, sur tel chantier, on a des enfants. Ça a commencé par porter. Et aussi, au niveau des marchés aussi,
on voit moins d'enfants aujourd'hui dans les marchés. Il faut dire que aussi avec l'aide de Nanagem, avec les nouveaux marchés construits, c'est présent d'enfants. C'est absence, on ne veut pas voir d'enfants qui travaillent, qui vendent. Mais comme on dit tout à l'heure, que l'enfant accompagne sa maman pour aller au marché, on ne peut pas interdire ça, évidemment. Alors, parlons un peu, je dois dire, des dispositifs qui existent. Il est évident, vous l'aviez dit, hein, beaucoup de points encore à rattraper, surtout que le phénomène persiste. Qu'est-ce qui fait que justement ça traîne à aller jusqu'au taux zéro? Oui, merci beaucoup, c'est une question préoccupante. La raison majeure évoquée, c'est la pauvreté, les moyens limités des parents qui pensent qu'il faut mettre très tôt l'enfant dans le circuit du travail. Voilà un peu les raisons que les uns et les autres évoquent. Il y a aussi l'ignorance quand même. Il y en a qui le font bien, qui ont les moyens. Il y a l'ignorance. C'est pour cela que vous allez voir que depuis 7 ans, l'État a pris les mesures qu'il faut. Oui. À travers tous les ministères. Aujourd'hui, il y a la protection sociale. Il y a, vous savez, il y a la gratuité de l'enseignement primaire. Voilà une mesure qui a fait qu'aujourd'hui, moins d'enfants décrochent. Hein? Il y a la gratuité de l'enseignement primaire pour les garçons et les filles. Il y a la gratuité aussi pour les filles au niveau du secondaire. Aujourd'hui, il y a les cantines scolaires. Nous, on pense que nous sommes sur la bonne voie parce que nous venons d'une conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants. Et les pays qui ont évolué, c'est un peu ce que nous faisons actuellement au Bénin. C'est-à-dire les cantines scolaires, beaucoup de gens font ça. La réduction de la pauvreté, aujourd'hui, à travers les actions du ministère de la microfinance, on a quand même des aides qui sont apportées aux familles pauvres, aux familles démunies, les microcrédits. Toutes ces mesures sont de nature à soulager les parents, afin qu'ils puissent quand même laisser les enfants dans le circuit scolaire. On a aussi tous les efforts qui sont faits pour rapprocher les écoles, la construction d'écoles, les recrutements des enseignants, le renforcement de leurs capacités, tellement d'éléments qui quand même font qu'aujourd'hui les enfants peuvent aller à l'école parce que l'école est proche, ils sont bien encadrés à l'école, ils peuvent être nourris à l'école. Les parents, lorsqu'ils ont des soucis, ils peuvent solliciter les microcrédits. Et aujourd'hui, on a quand même l'assurance maladie obligatoire qui est aussi venue soulager les parents. Quand toutes ces mesures sont réunies, je pense que les perspectives sont bonnes. C'est ça. Est-ce que vous avez un œil sur ce qui se passe dans les foyers à travers les enfants placés? Merci beaucoup. C'est une question préoccupante parce qu'on se dit dans les maisons c'est fermé et on n'y a pas assez. Donc évidemment on ne sait pas toujours ce qui se passe. C'est vrai que cette façon de voir les choses c'est normal. C'est pour cela qu'il faut dire qu'en 2025 le ministre du Travail a lancé un projet. Le projet Tradom, travail domestique décent au Bénin. On a lancé avec l'aide du BIT ce projet qui vise à améliorer les conditions de travail au niveau de au niveau des travailleuses et travailleurs domestiques. Vous comprenez? Et ce projet vise à faire en sorte qu'il n'y ait aucun enfant dans les domiciles. Parce que le travail domestique est un travail dangereux. Ah ouais? Évidemment. Mais l'enfant qui doit utiliser le gaz domestique, l'enfant qui doit peut-être utiliser le couteau pour découper, c'est dangereux pour un enfant. Parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe dans le domicile. Lorsque l'enfant va être en train peut-être de nettoyer le sol, il glisse, il tombe. Donc c'est pourquoi le travail domestique est comme un travail dangereux et n'est réservé que aux adultes. Mais il faut le dire ici, très tôt aussi, la petite fille ou le petit garçon doit savoir manier le couteau, éplucher l'iam ou l'orange. Il faut qu'il l'apprenne très tôt. Monsieur le journaliste, c'est vrai, vous et moi, on a des enfants. Nos enfants font la lessive à la maison. Oui. Nos enfants font la vaisselle. Nos enfants font la vaisselle, j'allais dire. Oui. Et puis ils font la table, ils font ce qu'ils font. Donc, mais ils sont suivis. Dans ce temps, on les suit, on est là. Mais lorsque le maître de maison, la maître de maison quitte la maison, est-ce que l'enfant l'a suivi? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Si en tant que juge ce s'est passé, qui est là pour le sauver? Autant de questions qui se posent. Donc, la lutte que nous menons ne vise pas à ne pas socialiser les enfants, non, comme je l'ai dit. On a tous intérêt à ce que nos enfants prennent certaines habitudes très tôt afin d'être des adultes responsables. À terme, votre projet, quels sont les objectifs, les buts visés? L'objectif premier, comme je l'ai dit, c'est de parvenir vraiment
a réduit drastiquement le taux de prévalence du travail des enfants et au Bénin, mobilisé plus de 2000 acteurs au plan national dans les 12 départements, avec l'aide des préfets de département qui nous ont accompagnés au cours de la première édition, qui sont disposés aussi à nous accompagner au cours de la seconde édition, les maires, les communautés villageoises, tous ces acteurs, on va les mobiliser pour qu'ils puissent passer le message avec nous. Ce qui est heureux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les juges nous accompagnent déjà, puisqu'ils nous ont déjà aidés à nous entendre si on posait le type de contrat d'infraction. Donc, ils nous ont déjà aidés, ils nous ont déblayé le terrain. Le reste, c'est de voir comment il faut faire. La sensibilisation vise quand même à ce que les Béninois aient le réflexe de dénonciation. Le réflexe qu'il faut. Et aussi, lorsque, je dis, lorsque vous allez, votre véhicule est crevé, votre pneu est crevé, et que vous allez chez un vulgarisateur, et que c'est un enfant qui vient, vous devez pouvoir dire, il n'intervient pas sur mon véhicule. Oui, mais moi je suis pressé. Je suis d'accord. Oui, de remettre ma voiture d'aplomb pour aller là où je vais. Vous êtes prêté, certes, mais est-ce que l'avenir de cet enfant vous préoccupe? Lorsque vous avez un chantier et que vous faites appel à un maçon, à un carreleur qui vient avec les enfants, dites, monsieur le maître maçon, retournez. Tant que vous avez des enfants, vous n'allez pas intervenir chez moi. Lui, il veut gagner son argent. Donc, il doit venir avec le personnel qu'il faut. Lorsque vous êtes une femme, vous allez chez une coiffeuse, vous avez un enfant qui intervient. Puisque au niveau des coiffures, c'est des produits chimiques qui sont très dangereux pour les enfants. Lorsque chacun a ce réflexe, je pense que ils vont comprendre qu'ils sont vraiment exposés, qu'ils vont devoir se mettre dans les rangs. Donc voilà autant d'objectifs qui sont poursuivis, amener à ce que nous ayons les réflexes de dénonciation et que aujourd'hui aussi, on a le souci de faire en sorte qu'on aille à la phase répressive. La répression ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sensibilisation. On va toujours continuer à sensibiliser jusqu'à ce que nous puissions atteindre nos objectifs. Mais à côté de ça, tant que vous n'avez pas pris 2 ou 3 personnes pour monter les armes, c'est pas évident que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Voilà autant d'objectifs que nous poursuivons à travers cette campagne. Et je dois dire que nous avons aujourd'hui l'appui du secteur privé. Secteur privé, parce que quand on dit travail, c'est les employeurs, c'est les travailleurs. Voilà. Et au cours du lancement de la campagne, les employeurs ont marqué leur engagement à nous accompagner. Les travailleurs aussi ont marqué leur engagement à nous accompagner. Et aussi, dans le cadre de cette campagne, on a eu l'appui d'un opérateur Move. Vous allez voir que tous ceux qui ont les abonnés Move reçoivent des messages de sensibilisation. Depuis qu'on a lancé tous les jours, par semaine, les messages sont pour dire des messages de nature quand même à sensibiliser les uns les autres. Et voilà un peu la façon dont nous travaillons pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Monsieur Gadawi, merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Merci beaucoup pour votre soutien, parce que sans la presse, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Et je dois dire que nous sommes prêts à venir tant que vous allez nous inviter. Et au-delà du français, nos collègues interviennent aussi dans la langue nationale. En fonction des milieux, nous intervenons dans la langue du milieu à ce que tout le monde puisse sensibiliser sur la question. Je rappelle que vous êtes le directeur général du travail. C'est ton ministère en charge du travail et de la fonction publique. On parlait un peu du travail des enfants ce matin sur nos plateaux. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, vous allez suivre le rappel des informations essentielles retenues et relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin ces 7 derniers jours au Bénin. C'est une réalisation de Idrissou Boukari, mais je dois vous rappeler que à la fin de cette émission, vous aurez la revue de presse à suivre, notamment pour revenir en détail sur les informations relayées par la presse dans sa production de ce lundi matin. On aura droit aux commentaires de Franck Kaounou entre-temps et à nos débats autour donc de 2 sujets. Il va planter le décor avec la situation liée à l'actualité au niveau du personnel administratif parlementaire. Cette discussion assez rugueuse entre le tout nouveau président de l'Assemblée nationale et le personnel administratif. Cela a inspiré Franck Kaounou qui nous en dira 2 mots. Et on pourra parler aussi de la presse et de son destin. Ça fait 36 ans justement que nous parlons de démocratie au Bénin après les travaux de la conférence des forces vives de la nation en 1990. Qu'est-ce que la presse est devenue et où est-ce qu'elle va? On pourra se poser ces 2 questions-là. Avant tout cela, voici le Bénin en 7 jours.
Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le président de la Commission électorale nationale autonome a reçu en audience le mardi 17 février 2026 une délégation de l'Institut démocratique national. C'est une mission d'évaluation préélectorale qui est en visite de travail au Bénin. Composée des représentants de plusieurs pays africains, cette mission est venue prendre le pouls des préparatifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La séance s'est tenue en présence des membres du Conseil électoral et de la Direction générale des élections. Les discussions ont abordé les mesures prises par la Sénat pour des élections transparentes, inclusives et apaisées. Selon le porte-parole de la délégation, la mission actuelle s'inscrit dans une démarche d'appréciation technique des préparatifs en cours. À cette phase du processus électoral, il ne s'agit pas encore de porter une évaluation définitive des performances de la Sénat. Les conclusions globales interviendront à l'issue de l'observation complète du processus électoral. Pour cette mission, le Bénin doit rester un leader dans la sous-région en matière d'organisation d'élections. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude particulière, mais il est toujours vrai que dans une compétition politique, tout peut arriver et tout le monde devrait veiller à ce que les commissions restent réunies pour que le scrutin se déroule dans la paix et à la satisfaction de tous les béninois. Pendant ce temps, le gouvernement béninois, à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, a signé une convention de partenariat avec Média Participation, l'un des plus grands groupes européens d'édition. La DAC veut ainsi insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la bande dessinée et du webtoon. Le partenariat traduit l'ambition du gouvernement béninois d'ériger les industries culturelles et créatives en véritable levier de croissance économique et de rayonnement international. Ce partenariat est axé sur 3 piliers majeurs, à savoir la mise en place d'ateliers de formation visant à renforcer les compétences des jeunes talents et professionnels, la production d'œuvres éditoriales et numériques puisant dans leur imaginaire, le patrimoine et l'histoire du Bénin et de l'Afrique, et enfin l'édition d'ouvrages premium pour promouvoir le tourisme culturel et valoriser la richesse patrimoniale du Bénin. La cérémonie de signature des documents officiels s'est tenue le mercredi 18 février 2026 au siège de la DAC à Cotonou. Au-delà de sa dimension institutionnelle, ce partenariat symbolise notre engagement commun à bâtir une industrie culturelle forte, compétitive et durable, capable de porter la voix du Bénin dans le concert des nations culturelles. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité a convié le mardi 17 février 2026 les responsables des stations-service à une rencontre de travail au siège de l'institution. Il était question de rappeler à ces acteurs du secteur pétrolier béninois les tests régissant le dit secteur et l'intérêt pour leur application. Les dernières descentes inopinées effectuées par les contrôleurs de l'ANM ont révélé beaucoup de dysfonctionnements que le directeur général veut corriger. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité veut garantir la conformité des instruments de mesure et assurer la juste quantité de carburant servi aux consommateurs. La séance de travail avait donc pour objectif de sensibiliser les responsables des sociétés de distribution de produits pétroliers sur le décret portant réglementation générale des instruments de mesure en République du Bénin. Le syndicat national des vendeurs, vendeuses et assimilés des marchés du Bénin a tenu sa première assemblée générale au titre de l'année 2026. Ces assises ont eu lieu dans la ville de Boycon. La rencontre a été l'occasion de débattre de plusieurs sujets axés sur le thème « Femmes des marchés, piliers de l'économie, renforcer notre leadership pour une gestion moderne et solidaire de nos espaces de vente ». Crucial pour les organisateurs, le rendez-vous a connu la présence de nombre de responsables syndicaux, dont celui de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin,
auquel est affilié le Cinavamab. Mis en place depuis 1992 par Justine Chaudaton, le syndicat est dirigé aujourd'hui par sa fille Anastasie Chaudaton. Une femme amazone, une femme battante, qui s'était dit en son temps que ces marchands et marchandes se réunissent dans un même creuset. La 3e édition de Corsair Foot Academy au Bénin a été officiellement lancée le lundi 16 février 2026 à Cotonou. Ceci à travers une conférence de presse au cours de laquelle les organisateurs ont présenté aux hommes des médias le contenu de cette édition qui se déroule sur le sol béninois. C'est une opportunité ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans qui rêvent d'une carrière professionnelle dans le football. La conférence de presse a également permis aux 2 coachs, Sidney Govou et Steve Savidan, qui se sont chargés de la détection des jeunes talents, de dévoiler leur programme pour les 2 jours de stage. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Merci, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Mklavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Moi, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Qui veut épouser mon fils, les mamans seront intransigeantes. Je voulais une femme douce, discrète. Je ne veux pas une femme qui fait des crises de nerfs. Je voulais une femme simple, qui respecte sa belle maman. Le défi est lancé. Qui veut épouser mon fils, nouvelle saison, c'est samedi à 20h30 GMT, exclusivement sur Canal+ Pop. Bomé. Le plus célèbre de la ville historique du centre Bénin. Un quartier rendu très populaire par une collectivité tout aussi célèbre qui s'y est établie depuis la nuit des temps. Il s'agit des Rontons plus grands
C'est pourquoi dans chaque famille, il y a toujours un e ka do to onu ko nu yo e no le ple me fi be na cha sa ti bo ko le pe yo fle ko ton die mo e ano be sisi ne ni yo ni ja yo e na so pa mi o be de. La forge est organisée en plusieurs ateliers, dans un espace d'entre 10 et 12 mètres carrés environ. Adewan, Tobi. Hello, Luigi. Ekpo Luigi. Li mo na so bon. Bename. Nous devons attendre na bon weti, nous devons attendre. Ouais na bon ouais. Le ko ton e na nkam le minode. Bena se bonji. Bena kon kanji. Bena kha. Ti kha bi. E ko kha habu. Abu ton de ko kha ba fi. E le na mo e de ne. C'est un travail à la chaîne. On peut l'engager tout seul, ce qui oblige à parcourir l'ensemble des ateliers nécessaires à la fabrication de l'objet. Parfois, on peut aussi s'entendre et faire le travail en équipe avec d'autres personnes avec qui on partage les charges et les bénéfices à la fin. Nous disons libé. Elle a besoin de la et des limons local. Et si on a tout beau, et deux, trois côtés, et des petits, et des noms, nous peut internet fille. Assez des bons. Et moi, c'est ils sont pour faire mener à mon fils, ils sont et le fils il faut faire des trois côtés, des plats, des ronds. Ils m'ont coupé bien. Et des tenus ronds. Et pour le rapport. Il y a un et moi je pas dire exposé là. Il y a un et le fils est va faire. Nous oui non. Il faut la vidéo mon 5000 euros yon. Alors le quoi ma blague est là. Et ça fait de quoi rien de pas le quoi. Vous voyez là attends mais dit vous voyez content de payer. Donc voilà à la blocage à lui autant on va attention à 10 millions. Donc voilà soit quand millions de temps. Le forgeron est au contact quotidien de la chaleur, puisqu'il doit travailler à redonner diverses formes aux métaux. Cela passe par une première étape de la formation du prototype de l'objet à fabriquer et du choix de la matière à utiliser.
Nika kula na blo yo. Ni no tibo. Ko no leko e mai sa blo funa ten ya o. Aka blo ko leko. Do yoso. Ko te ma mi a bo ile ji tiali asisi gambo ko kombino angre obidi. Kutoko uteme mia kanji abuna asisi ganglo ile uteme kale mia bina le mia ble mia ti je wa asisi kan o boni do be ti ni ele ti ni na ti yo yan le wa esi wa ti baba foku esi wa ti mo ti ha filo le na wa ni ni Tagbo mi tole ko nu sukota fi o société dako le de bebe kan ko ibele yo eyan ifire bo mo kan lo ti mo lo ti yo aso anti we o ina na ba ga reta bu ti ade mo e te wa jo ko hu yo wa je bi teji yo meni le tiro ye te ya yo mo ko bo no asaru egbe ga menele di so fi yan mama ka mi fe mi wa so na dai yo mi no baba de kon adi ate gblegble obile gblegble edele bo mi mo ide mi si o na wa ina da peto. Si le métier a résisté au temps et traversé de nombreux siècles, il a perdu un peu de sa superbe. Les produits finaux ont gardé leur forme artisanale et les jeunes héritiers sont de plus en plus tournés vers des métiers plus modernes, moins exigeants, plus intellectuels. Ceux qui y sont encore, ils sont en attendant mieux.
Si certains y sont encore attachés, c'est certainement parce que le métier représente une source importante de revenus, le plus souvent la principale. Mais c'est aussi pour sauvegarder un savoir-faire multiséculaire qui est la marque distinctive d'une collectivité dans une société fortement castée. Devenue une collectivité de grands cadres et d'intellectuels, les Hontondi continuent malgré tout de travailler le fer, mais plus à l'échelle aussi élevée que par le passé. Sollicité hier par le roi d'Abomey pour l'équipement de son armée, tout l'arsenal de guerre, mais aussi pour la mise au point d'outils aratoires, les ayatollahs sont de moins en moins visibles aujourd'hui par leur métier, réduits essentiellement à la fabrication d'objets de parure et pour des besoins ponctuels liés au travail de métal. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Métier est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc de... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Voilà.
Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SP2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SP2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le président de la Commission électorale nationale autonome a reçu en audience le mardi 17 février 2026 une délégation de l'Institut démocratique national. C'est une mission d'évaluation préélectorale qui est en visite de travail au Bénin. Composée des représentants de plusieurs pays africains, cette mission est venue prendre le pouls des préparatifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La séance s'est tenue en présence des membres du Conseil électoral et de la Direction générale des élections. Les discussions ont abordé les mesures prises par la Sénat pour des élections transparentes, inclusives et apaisées. Selon le porte-parole de la délégation, la mission actuelle s'inscrit dans une démarche d'appréciation technique des préparatifs en cours. À cette phase du processus électoral, il ne s'agit pas encore de porter une évaluation définitive des performances de la Sénat. Les conclusions globales interviendront à l'issue de l'observation complète du processus électoral. Pour cette mission, le Bénin doit rester un leader dans la sous-région en matière d'organisation d'élections. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude particulière, mais il est toujours vrai que dans une compétition politique, tout peut arriver et tout le monde devrait veiller à ce que les commissions restent réunies pour que le scrutin se déroule dans la paix et à la satisfaction de tous les dénouements. Pendant ce temps, le gouvernement béninois, à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, a signé une convention de partenariat avec Média Participation, l'un des plus grands groupes européens d'édition. La DAC veut ainsi insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la bande dessinée et du webtoon. Le partenariat traduit l'ambition du gouvernement béninois d'ériger les industries culturelles et créatives en véritable levier de croissance économique et de rayonnement international. Ce partenariat est axé sur 3 piliers majeurs, à savoir la mise en place d'ateliers de formation visant à renforcer les compétences des jeunes talents et professionnels, la production d'œuvres éditoriales et numériques puisant dans leur imaginaire, le patrimoine et l'histoire du Bénin et de l'Afrique, et enfin l'édition d'ouvrages premium pour promouvoir le tourisme culturel et valoriser la richesse patrimoniale du Bénin. La cérémonie de signature des documents officiels s'est tenue le mercredi 18 février 2026 au siège de la DAC à Cotonou. Au-delà de sa dimension institutionnelle, ce partenariat symbolise notre engagement commun à bâtir une industrie culturelle forte, compétitive et durable, capable de porter la voix du Bénin dans le concert des nations culturelles.
De son côté, le directeur général de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité a convié le mardi 17 février 2026 les responsables des stations-service à une rencontre de travail au siège de l'institution. Il était question de rappeler à ces acteurs du secteur pétrolier béninois les tests régissant le dit secteur et l'intérêt pour leur application. Les dernières descentes inopinées effectuées par les contrôleurs de l'ANM ont révélé beaucoup de dysfonctionnements que le directeur général veut corriger. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité veut garantir la conformité des instruments de mesure et assurer la juste quantité de carburant servi aux consommateurs. La séance de travail avait donc pour objectif de sensibiliser les responsables des sociétés de distribution de produits pétroliers sur le décret portant réglementation générale des instruments de mesure en République du Bénin. Le syndicat national des vendeurs, vendeuses et assimilés des marchés du Bénin a tenu sa première assemblée générale au titre de l'année 2026. Ces assises ont eu lieu dans la ville de Boycon. La rencontre a été l'occasion de débattre de plusieurs sujets axés sur le thème « Femmes des marchés, piliers de l'économie, renforcer notre leadership pour une gestion moderne et solidaire de nos espaces de vente ». Crucial pour les organisateurs, le rendez-vous a connu la présence de nombre de responsables syndicaux, dont celui de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, auquel est affilié le SINAVAMAB. Mis en place depuis 1992 par Justine Chaudaton, le syndicat est dirigé aujourd'hui par sa fille Anastasie Chaudaton. Une femme amazone, une femme battante, qui s'était dit en son temps que ces marchands et marchandes se réunissent dans un même creuset. – 8h41 à Cotonou. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Quelques jours après son installation, le président de l'Assemblée nationale était face au personnel administratif. Dans son intervention, il a eu un ton ferme, selon vous, et a fait des mises au point. Qu'est-ce qu'il faut décoder dans sa propos? L'intervention du président Joseph Diogbenou face à son personnel administratif, en tout cas, a marqué les esprits par sa fermeté, apparaît comme une véritable opération de reprise en main institutionnelle et de marquage du territoire. Désormais, c'est moi qui suis là et il faudra s'y faire. Essentiellement, on note avec persistance le rappel à la culture de résultats. Le président de l'Assemblée nationale ne s'adresse pas seulement à des agents, mais à une machine administrative qu'il veut performante. En durcissant le ton tel qu'il l'a fait, il cherche à éliminer le laisser-aller et les mots qui minent. Les mots classiques qui minent l'administration, l'absentéisme, les lenteurs, les lourdeurs administratives pour aligner cette administration parlementaire sur les standards d'efficacité de l'exécutif. Il y a aussi une sorte d'affirmation de l'autorité. Après son passage à la Cour constitutionnelle, eh bien, Joseph Diogbenou apporte une rigueur toute juridique. C'est un message assez clair, le sommet a changé et la base doit suivre. Il s'agit de restaurer le prestige de l'institution parlementaire à travers sa vitrine administrative et il a dit clairement en face du personnel administratif. En exigeant une discipline de fait, il montre qu'il tient fermement les rênes de l'institution, ce qui renforce sa stature de leader capable de réformer de l'intérieur dans sa démarche. Je lis également une sorte de lutte contre les réseaux d'influence, autant l'intérieur de l'hémicycle avec les députés est un haut lieu où se font et se défont les intrigues politiques, autant l'administration peut être l'entité des jeux d'influence et de pesanteur bureaucratique. Par ces mises au point, le président de l'Assemblée nationale, le tout nouveau, cherche probablement à neutraliser les poches de résistance ou les loyautés héritées des anciennes législatures, assainir un peu la gestion des ressources humaines en signalant que seul le mérite et le respect des procédures primeront désormais. Et puis par-dessus tout, il veut aligner l'administration parlementaire sur la vision rupture dont il est l'un des précurseurs. En résumé, ce n'était pas seulement un discours de bienvenue, mais un choc de gestion destiné à créer un climat de travail sous haute surveillance
pour garantir l'efficacité législative. Tanguy. Vous dites que cela a un écho singulier? Oui, un écho, vous l'avez entendu certainement sur les réseaux sociaux, même si cela importe peu, à mon avis, ça c'est un avis personnel au président Joseph Diogbenou, puisqu'en parlant, il savait que cela aurait des répercussions. Les impacts de son discours sont à analyser en le prononçant. Il n'espérait pas avoir des lauriers ou décrocher des lauriers de la part de l'opinion, mais cela ne sera pas sans impact sur les relations entre lui et le personnel d'une part et entre son image et l'opinion d'autre part. D'ailleurs, deux écoles assez tranchées sur la question sont nées dès que ces propos sont sortis des murs du Parlement. La première école estime que Joseph Diogbenou veut imprimer sa marque dès le début de son mandat et siffler la fin des mauvaises pratiques. La deuxième école se demande si Diogbenou veut diriger le Parlement comme une caserne ou comme une entreprise en fustigeant la démarche jugée excessive et cavalière. Donc une grande partie de la population lassée par les lourdeurs bureaucratiques salue ce coup de poing sur la table. Pour eux, en tout cas, c'est le signe d'une lutte contre la corruption de proximité, le manque de professionnalisme dans le secteur public. À l'inverse, certains observateurs, activistes, conservateurs et syndicalistes s'interrogent sur la méthode. Ils y voient parfois un ton martial qui pourrait occulter les réels problèmes des travailleurs de l'administration parlementaire, les conditions de travail, la motivation pour le citoyen lambda. L'écho est celui d'une promesse. L'opinion attend plutôt maintenant de voir si cette fermeté se traduira par une réelle amélioration du service public parlementaire ou s'il s'agissait simplement d'une démonstration de force passagère ou d'un effet d'annonce. Une troisième école s'est accrochée au thème aristocratie, voilà, j'y arrive, utilisé par le président Diogbenou. Elle voit dans l'usage du thème aristocratie par Joseph Diogbenou bien plus qu'une simple figure de style. C'est une critique acerbe d'une caste administrative qui se serait déconnectée du service public. En employant ce mot, le président du Parlement dénonce le sentiment d'impunité ou de privilège qui peut parfois s'installer au sein des institutions où certains agents finiraient par se percevoir comme une élite intouchable plutôt que comme des serviteurs de l'État. Pour ces observateurs, l'enjeu de ce recadrage est donc une désacralisation de la fonction. Il s'agit de rappeler que le prestige du palais des gouverneurs ne doit pas servir de bouclier à l'inefficacité, mais de moteur à l'exemplarité. Maintenant, est-ce que la méthode Diogbenou pour redresser l'administration parlementaire va prospérer? Wait and see, comme le disent les Anglais. Merci Franck. Mesdames et messieurs, voici nos débats. Le riche, bonjour. Eric, bonjour. Vous avez suivi certainement le président Diogbenou lors de sa dernière sortie, notamment quand il discutait avec le personnel administratif parlementaire et les analyses de Franck Aounou à ce propos. Et le riche, quelle lecture? Le message est assez clair. Si certains estiment que la forme laisse prévaloir ou laisse penser à une sorte d'autorité trop affirmée, le fond reste quand même accepté par tous. Parce qu'il faut reconnaître une chose, l'administration béninoise a ses mots, des mots que nous connaissons presque tous. On sait que certains se sentent trop privilégiés et à la limite intouchables. On sait que le laxisme a gangréné une bonne partie de notre administration. Nous savons que la lourdeur administrative, c'est ce que nous gérons au quotidien. Il y a beaucoup de mots que nous connaissons que depuis plusieurs années, les autorités essaient de corriger à leur manière, mais comme vous le savez très bien, il y a beaucoup de personnes, ou du moins certaines personnes, qui se sentent encore intouchables. Donc, dans le fond, en réalité, tout le monde convient qu'il y a des problèmes. Dans la forme, certains estiment que le ton est un peu trop, je dirais, saturé. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est une manière de dire, oui, maintenant je suis là, et maintenant que je suis là, plus de laxisme. Désormais,
nous allons utiliser le bâton directement au lieu de faire le bâton de la carotte. Certains estimeront aussi que bon, c'est peut-être une annonce de réforme. Et c'est bien possible. Moi, je suis beaucoup plus dans cette option. J'estime qu'il est en train d'annoncer des réformes qui certainement viendront d'ici peu pour pouvoir corriger certaines choses. Y parviendra-t-il? Nous le verrons bien. Eric? Je note que Joseph Diogbenou a envie d'implémenter sa touche au fonctionnement de l'administration parlementaire. Et il a senti le besoin de réunir tout le monde et de partager sa vision des choses sur certains principes, certaines valeurs qui doivent justement et des autres. Je pense que pour le faire, il y a 1001 démarches. À lui, c'est l'option qu'il a choisie de face à face, le direct, voilà, pour que tout le monde soit informé justement de comment est-ce que les choses vont véritablement évoluer du côté du Parlement. Je suis sûr et certain que Joseph Diogbenou n'est pas la seule personnalité à la tête de nos institutions qui a que ses principes et donc qui n'ont peut-être pas aussi choisi cette démarche pour partager justement certaines notions à leur personnel. Lui, c'est l'option qu'il a choisie, on ne peut pas le lui reprocher. Par contre, moi, je suis de ceux qui pensent que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Si Diogbenou a quelque chose à faire, eh bien, qu'il le fasse, parce que les retards, les absences et tout ce que Franck a évoqué, c'est réglementé dans une administration. Donc, un fonctionnaire qui travaille dans une administration a bel et bien conscience de ces choses-là. Et c'est que quand on tombe sur le coup de ces principes, justement, l'administration a une réponse justement à tout ça. Voilà. Donc, je pense que, enfin, il y a aussi cette possibilité des choses, mais comme je l'ai dit, c'est son option, c'est sa façon vraiment d'aller et de faire partager sa vision avec le personnel. Maintenant que c'est dit et que c'est clair, je pense que tout le monde est au même niveau d'information et la dynamique va pouvoir évoluer. Franck? Écoutez, moi je pense que Joseph Diogbenou n'a rien fait d'extraordinaire. Tout simplement parce que lorsque vous venez à la tête d'une entité, vous venez à la tête d'un service, vous venez à la tête d'une institution, vous avez une manière de voir les choses et vous partagez avec le personnel. Je pense que, en 2 mots, c'est le rappel des principes professionnels, le rappel des règles de travail. Et comme l'a dit Eric, ce sont des règles connues de tous. On n'a même pas besoin, en réalité, de les rappeler parce que le jour où vous signez votre contrat pour adhérer à une administration, tout cela est contenu dans le contrat. Vous venez à l'heure, vous ne manquez pas les réunions, vous observez une certaine discipline au travail, vous ne devez pas faire entorse à l'évolution du travail, vous devez respecter votre responsable hiérarchique. C'est des règles qui sont connues de tous. Et pour ceux-là qui ont déjà fait, je suppose, une législature, la dernière avec Louis Vlavonou, je n'ai pas souvenance qu'il y a eu des manquements graves au niveau de l'Assemblée. Peut-être que ça n'a pas fait grand écho, c'est pas sorti des murs du Parlement, mais il n'y a pas eu, on n'a pas eu vent de ce que la machine était grippée. Mais en le faisant, je pense que il veut avertir, il veut prendre l'opinion à témoin. Je vais faire mon travail, je veux bien faire mon travail, je veux l'accompagnement du personnel administratif. Et donc, si d'aventure, en cours de chemin, il y a problème, je vais sévir. C'est une façon également. Et dans une... vous savez, pour atteindre un résultat, il y a plusieurs approches. Il y a 1001 approches et c'est celle que Joseph Diogbenou a choisie. C'est libre à lui. Et lorsque vous êtes devant le personnel et vous tenez un ton aussi ferme, on sait déjà à qui vous avez affaire. On peut maintenant discuter de l'efficacité lui-même de sa démarche. Il recherche l'efficacité, mais déjà lui-même sa démarche, est-ce qu'elle est efficace? Parce que il y a un invité qu'on a reçu sur ce même plateau qui nous disait que les réformes de Patrice Talon, par exemple, n'étaient pas de mauvaises réformes. Alors, lorsque les agents ont été mis dans le cours de la chose, certains se sont vus dérangés. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas réagi à haute voix, mais ils se rebellaient à l'intérieur de l'administration. Se rebeller, par exemple, c'est de ne pas apporter une solution
disons, assez efficace, c'est de ne pas apporter une solution rapide à une préoccupation qu'on vous a soumise. Ça aussi, c'est une façon de se rebeller parce que vous savez que ça peut ralentir le pouvoir et disons, l'évolution des choses. Donc, évitons que cela se transforme à d'autres tas que nous allons pouvoir gérer. Vous interpellez quelqu'un pour son avis et tout, il ne fait pas vite. Ah, je veux du temps pour faire ci. C'est une manière également indirecte de dire ce que vous me demandez, je ne suis pas, je ne gobe pas, je ne veux pas véritablement me prononcer. Ça peut arriver. Et donc, je pense que sur le long terme, on verra bien au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'ils en ont 7 ans à faire ensemble. On verra si Joseph Diogbenou a eu disons le droit, a eu raison d'avoir un ton aussi ferme en rappelant les règles de principe. Ça, c'est de l'autorité publique. Lorsqu'on convoque une réunion, vous êtes là et vous êtes à l'heure. Si vous ne venez pas à l'heure, c'est que vous bafouez l'autorité de celui qui a convoqué la réunion. Et ça n'est pas bien. Ce sont des comportements véritablement à bannir. Oui, Eric. Non, il y a que dans notre administration, nous savons que nous avons ce genre de problèmes. Et je pense que ceux qui sont à la tête de ces administrations trouvent toujours les moyens de les régler. Donc, Joseph Diogbenou, une fois que cette rencontre a eu lieu avec le personnel, le reste va suivre. Maintenant, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Nous savons que dans la pratique de nos métiers, de nos activités d'administration, il arrive de ces moments-là. Et donc, ces citoyens et citoyennes de l'administration parlementaire sauront se conformer à cette réglementation qui n'est rien d'autre que des principes qui sont connus. J'ai aussi entendu, par exemple aussi, la question de la neutralité, où il invitait le personnel administratif à être neutre. Voilà, à être neutre. Je veux croire que ce message puisse véritablement passer. Parce que, vous savez, voilà, c'est quand même le Parlement. C'est un environnement hautement politique. Et donc, dedans, vous avez forcément des affinités. Vous avez des connaissances, on a des amis. Voilà. Donc, comment cela va être véritablement mis en œuvre pour que, sans doute, le souci qu'il a en passant ce message, c'est que les dossiers soient traités de la même façon, et puis tout. Après, quand je me rapproche à lui, parce qu'aujourd'hui, il est la tête de l'administration, c'est lui le visage, et donc c'est aussi à travers l'exemple qu'il aura donné, justement, que le reste aussi va véritablement suivre, voyez-vous. Aujourd'hui, nous savons qu'il conduit le pouvoir législatif. Nous savons aussi qu'il est la tête d'une formation politique qui a une orientation, qui a une couleur politique. Et donc, la question de la neutralité aussi se pose à son niveau. Je pense que pas plus tard ce week-end, je l'ai vu au cœur d'une activité politique où il passait des consignes. Écoutez, on va préparer cette demain, mais demain c'est aujourd'hui. Voilà, en parlant des élections présidentielles, voyez-vous. Donc, c'est aussi bien de passer l'évangile de la neutralité, mais il faut l'appliquer à soi parce qu'on ne sait toujours pas si comment on dit, il va se décharger de son poste de président du parti Union Progressiste, le Renouveau, et se consacrer à son rôle de président de l'Assemblée nationale, parce que toutes les fois aujourd'hui que nous le voyons, on le voit vraiment dans le rôle de président de l'Assemblée nationale, mais quand il est question d'aller sur le terrain, de rencontrer les militants, je pense qu'il y a un peu un déphasage à ce niveau. Allez. Chers messieurs, merci beaucoup. 8h58 sur Actu Matin. Merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre matinale. Merci d'avoir été là. Juste après moi, la revue de presse. Très bonne journée. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 20 février à Cotonou, informe la presse du jour, une mission internationale du National Democratic Institute
a présenté sa déclaration préliminaire sur l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, co-dirigée par Carlos Fonseca, ancien président du Cabo Verde, et Catherine Samba Panza, ancienne chef de l'État de transition de la République centrafricaine. La mission a évalué les préparatifs électoraux et formulé des recommandations pour renforcer la démocratie et la participation citoyenne au Bénin. La nation complète et écrit que tout en soulignant le rôle historique du Bénin dans les transitions démocratiques en Afrique francophone, depuis les années 1990, la délégation note que le pays a connu ces dernières années d'importants progrès économiques et des transformations visibles, notamment dans les infrastructures et la modernisation de l'administration. Pour Fraternité, la mission déplore une fragilité démocratique persistante. Elle évoque une forte polarisation politique et des interprétations contradictoires de certaines dispositions légales. Ces divergences, selon elle, alimentent la méfiance entre les acteurs. Par ailleurs, la mission estime que la confiance et la participation des citoyens dans les institutions démocratiques peuvent être revigorées grâce à une volonté politique affirmée et des efforts coordonnés. Et pour éviter la sclérose du pouvoir au Bénin, pointe la cloche, Paul Humpé propose un référendum. Il conçoit, en cas de l'alternance au pouvoir en avril prochain, que la priorité des priorités sera de réconcilier ce peuple avec lui-même. Cela passe par la soumission de cette constitution votée nuitamment à un référendum. Ceci aura l'avantage d'un dégel politique avec pour conséquence le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques. Pour Fraternité, au-delà de la confirmation de sa candidature, Paul Humpé a tenu à préciser le sens de son engagement. Ma candidature est celle des pauvres. Il revendique un parcours modeste et une proximité avec les réalités sociales du pays. Je suis issu d'une famille modeste. Je n'ai pas fait d'études à l'extérieur du pays. J'ai grandi avec vous ici. J'ai été maire pendant 7 ans. Je connais le Bénin. Je connais vos difficultés, a-t-il confié. À travers ce positionnement, il cherche à incarner une alternative sociale et populaire face aux autres prétendants à la magistrature suprême, analyse le journal. En attendant, Bénin Intelligent rapporte que le président de la Commission électorale nationale autonome, Seka Lafi, a reçu en audience le jeudi 19 février l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la République française, Corinne Amaury-Brunet. Les échanges ont porté sur l'organisation du scrutin présidentiel du 12 avril prochain, notamment pour les Béninois résidant à l'étranger. Dans sa parution du jour, la nation note que c'est fini les inondations et l'insalubrité dans certains quartiers de la capitale économique du Bénin. Les réalisations du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, initié par le gouvernement avec le financement de la Banque mondiale, ont permis de dessiner le nouveau visage de cette ville pour le bonheur de ses habitants. La construction des bassins Y et PA3 ainsi que d'ouvrages connexes dont des collecteurs, caniveaux et rues a quelque peu redessiné le visage de ces quartiers impactant plus de 168 000 habitants de la capitale économique du Bénin. Et pendant ce temps, Bénin Intelligent annonce que la police républicaine est désormais mandatée pour sévir contre les camions en surcharge et ceux circulant hors gabarit. Cette décision s'appuie sur le décret qui fixe les conditions de chargement des véhicules et prévoit des sanctions en cas d'infraction. Dans un communiqué rendu public le vendredi 20 février, les ministres du Transport et de l'Intérieur ont prévenu que tout contrevenant s'expose à des amendes, à la mise en fourrière et, en cas de récidive, à des poursuites judiciaires. Dans la suite, la presse du jour indique que les centrales et confédérations syndicales ont élevé la voix contre ce qu'elles qualifient de violation manifeste des droits des travailleurs au sein de la société de radio et de télévision
du Bénin dans une déclaration conjointe rendue publique à Cotonou et signée le 21 février 2026. Elle condamne une décision de licenciement jugée brutale, opaque et contraire au Code du travail béninois. Les signataires dénoncent par ailleurs un déficit persistant en matériel moderne, estimant que certains équipements acquis ces dernières années auraient été redéployés vers d'autres structures au détriment des capacités opérationnelles de la SRTB. Fin de la revue de presse. Merci d'avoir été à l'écoute.